8 avril. Tempête. Tout ce qui reste de ma vie, ce sont les notes. J'écris un journal intime pour lutter contre l'oubli, offrir un supplétif à la mémoire. Si l'on ne tient pas le greffe de ses faits et gestes, à quoi bon vivre? Les heures coulent, chaque jour s'efface, et le néant triomphe. Le journal intime, opération commando, menée contre l'absurde. J'archive les heures qui passent. Tenir un journal fait compte d'existence. Le rendez-vous quotidien devant la page blanche du journal contraint à prêter meilleure attention aux événements de la journée, à mieux écouter, à penser plus fort, à regarder plus intensément. Il serait désobligeant de n'avoir rien à inscrire sur sa page de calepin le soir. Il en va de la rédaction quotidienne comme d'un dîner avec sa fiancée. Pour savoir quoi lui confier, le mieux est d'y réfléchir pendant la journée. Dehors, le chaos. Le vent taille les congères à coups de dents. Les rafales malmènent le front de la forêt. Les cèdres encaissent les coups en première ligne. Des ramures arrachées planent par-dessus les cimes. La tempête essaie de déraciner les arbres. Cette force triste qu'est le vent, elle s'acharne en vain. Regarder la fureur d'un coup de tabac au chaud près de son poêle est une définition de la civilisation. Le soir, je me saoule lentement, la cabane, cellule de grisement. 9 avril. La tempête toujours, le vent inépuisable. Il mène l'assaut contre la lisière. De quoi se venge-t-il? Ça hargne contre ce qui demeure. Le lac parfaitement poli, lui, débarrassé de neige. Je fais quelques pas sur la glace, poussé vers le large. Une rafale arrache ma chapka. Elle disparaît en 10 secondes, emportée à 100 à l'heure. Je suis à 3 kilomètres de la rive. Je bricole un turban à l'aide de mon chèche et m'enfouis dans ma capuche. Je n'avais pas prévu que sans les crampons, le retour coûterait tant. À contrevent, j'ai toutes les peines à rejoindre la rive. Il faut que je me mette à genoux pour offrir moins de prise au souffle. Je progresse en coinçant le pied sur la lèvre des failles. Ramper sur la glace d'un lac couché par la tempête est une leçon d'humilité. Avec quelques kilomètres-heure de plus, le vent m'emportait comme un galet de hockey jusqu'au milieu du lac. J'eus alors été forcé d'aller demander de l'aide sur l'autre rive, à 80 kilomètres, dans un village de Bouriassy. « Hello, pardonnez-moi, je suis arrivé avec le vent. » Cette nuit, la cabane a craqué de tous ses joints. Les gémissements du bois se mêlaient aux explosions de la glace. Si j'avais le penchant superstitieux, j'aurais été épouvanté par ces bruits. Coincé, j'enrage et me calme en lisant ceci dans le Crusoé de Defoe. Le 24 décembre, beaucoup de pluie toute la nuit et tout le jour, je ne sortis pas. 10 avril. L'aube levée sur un jour bleu, froid. Le lac lavé, le monde est neuf, lustré par 48 heures de furie. Je bois le thé dehors à ma table, dans l'atmosphère régénérée. Pas un souffle. Je perçois un bourdonnement sourd, l'acouphène de la solitude. Une visite à mes caisses de bois. Les réserves s'amenuisent. Il me reste de quoi cuire des pâtes pendant 1 mois et de quoi les inonder de tabasco. J'ai de la farine, du thé et de l'huile. Pénurie de café. Quant à la vodka, je devrais tenir jusqu'à la fin d'avril. L'après-midi, j'expérimente un nouveau lieu de pêche à 1 heure de marche vers le nord, au débouché d'une petite rivière, sous un talus planté de puissants résineux. Le trou ne donne pas bien. 1 heure pour prendre un omble. Je reste jusqu'à la tombée du jour, assis sur le tabouret, à espérer un frémissement de la ligne. La pêche, ultime clause du pacte signé avec le temps. Si l'on revient bredouille, c'est le temps qui a tiré sa prise. J'accepte de rester des heures immobile. Il y aura peut-être un poisson au bout de la patience. Et s'il n'y a rien, tant pis. Je n'en voudrais pas aux heures d'avoir trompé mon désir. Elles ne sont pas nombreuses les activités réduites à une vague espérance. Pour moi qui ne crois plus au Messie, il n'y a que les poissons dont j'espère la venue. Le soir, après avoir accommodé l'unique comble du jour, je termine la lecture de Robinson et commence Justine ou les malheurs de la vertu. Il faut lire ces 2 livres concomitamment,
non pour imaginer le débarquement de Justine sur l'île d'un naufragé, mais parce que Robinson tente de recréer la civilisation et de réinventer la morale, tandis que le marquis de Sade essaie de dynamiter la première et de souiller la seconde. Deux serviteurs de la culture par des voies antipodiques. 11 avril. Après l'accalmie de la nuit, le vent a redoublé. À 2 heures, il s'épuise à nouveau. Les nuages s'ouvrent et des rayons nappent le Baïkal. Quand un nuage contre-attaque, la glace se voile. Les plaques, baignées de lumière, sont zébrées par l'ombre. Le couperet glisse sur l'ivoire, gagne du terrain. Le soleil se ressaisit et perce le front. L'obscurité reflue. La lumière joue au jeu du vent et du hasard. Au milieu des moirages, 4 points se précisent. À la jumelle, je distingue des cyclistes. Un instant, je songe à faire mourir le poêle pour que la cheminée ne signale pas ma présence, et puis j'ai honte de cette pensée. Les types ont dépassé le cap des cèdres du milieu et infléchissent leur course. Ils roulent vers moi. Ils seront là dans 20 minutes. Sergueï, Ivan, Svieta et Igor travaillent à l'usine hydroélectrique de Bratsk. Aux vacances d'hiver, ils enfourchent leurs bicyclettes et roulent sur les pistes gelées. Je leur sers du thé. Ils déballent des quantités de charcuterie et un énorme pot de mayonnaise dont ils enduisent consciencieusement chaque tranche de saucisson. « Vous voulez encore du thé ?» dis-je. « Non, dit Igor, en trempant une saucisse dans la crème. On va déjeuner à Yelochin dans 1 heure. »« Il y a beaucoup de mésanges chez vous, dit Svieta. Oui, ce sont mes amis et elles m'apprennent le russe. » Ils me regardent bizarrement et finissent par plier bagages. 12 avril. Je vais à Yelochin. J'ai eu envie d'un de ces banyas comme Volodia sait les préparer, avec la température à 100 degrés et la bière bue dehors, le corps fumant sous l'auvent de bois devant les montagnes. En chemin à 2 heures au nord de mon cap, je laisse mon traîneau au débouché d'une rivière gelée dont la glace vive tranche la forêt. Les crampons mordent bien et je m'élève de 800 mètres entre des parois de schiste hérissées de sapins déplumés. La couche n'est qu'un pont. J'entends l'eau couler sous la voûte. Sur les bords poussent des baliveaux rouges. Leurs fibres enchâssées dans la glace font des coulées de sang dans le corps d'un cristal. L'hiver est un étau. Du bas de la rivière, il reste 7 kilomètres pour Yelochin. De larges failles contraignent à de nombreux détours. Il faut chercher sa voie dans le labyrinthe des cassures et parfois sauter par-dessus une fracture. Des coups de vent balaient des serpentins de neige fine. J'aime marcher sur la glace. Avec la lune, c'est un des rares endroits où l'on est sûr de ne pas écraser de bestioles. Un terrain parfait pour ces prêtres jaïns qui s'attachent à ne pas attenter au moindre moucheron. Les veinures de la glace. On croirait le fil d'une pensée. Si la nature pense, les paysages sont l'expression de ses idées. Il faudrait dresser une psychophysiologie des écosystèmes en attribuant à chacun d'eux un sentiment. Il y aurait la mélancolie des forêts, la joie des torrents de montagne, l'hésitation des marécages, la haute sévérité des cimes, la légèreté aristocratique des clapots. Nouvelle discipline, anthropocentrisme du paysage. Volodia plaisante quand je frappe à la porte. « T'as pas apporté des fleurs à Irina ? Offrir des fleurs aux femmes est une hérésie. Les fleurs sont des sexes obscènes. Elles symbolisent l'éphémère et l'infidélité. Elles s'écartèlent sur le bord du chemin, s'offrent à tous les vents, à la trompe des insectes, aux nuages de graines, aux dents des bêtes. On les foule, on les cueille, on y plonge le nez. À la femme qu'on aime, il faudrait offrir des pierres, des fossiles, du gneiss, enfin une de ces choses qui durent éternellement et survivent à la flétrissure. » C'est ce que j'aurais aimé répondre à Volodia. Mais mon russe est trop faible et je dis « Si, mais elles ont fané en route. Le banya, Volodia, tu l'as préparé ? Il t'attend, mon pote. » Le soir, je m'assieds sur le banc et je regarde la bourriassie s'éteindre, le chat de Volodia sur les genoux. Il fait -12, l'horizon est un drap de satin. Un craquement fait dresser les oreilles du chat. Un chien aboie. Il est 11 heures. Volodia n'a pas éteint la radio. Je suis couché par terre dans la cabane bien chaude et nous écoutons la chaîne numéro 1.
On annonce la catastrophe. Le Tupolev du gouvernement polonais s'est écrasé près de Smolensk. Le président est mort avec des dizaines de membres officiels. Il n'y aurait pas de survivants. L'appareil emmenait le président célébrer la mémoire des victimes de Katyn, dont Moscou a enfin accepté d'endosser la responsabilité. Volodya, quoi? C'est pas la première fois qu'un avion russe zigouille des Polonais. C'est pas drôle, putain de bite. C'est pas drôle. 13 avril. Toute la nuit, la radio a craché ses informations. Dans mon demi-sommeil, j'ai entendu s'alourdir le bilan. 95 morts, 96 morts, 97 morts. Vers 2 heures, je me suis bouché les oreilles avec du papier mâché. J'ai arraché une page de Lord Jim, je l'ai ruminé lentement, mauvais goût de l'encre, et me suis collé au fond de l'oreille la littérature de Conrad, en pensant que j'allais entendre la mer. Ce matin, Volodya m'emmène inspecter sa ligne de trappe. La mission d'un inspecteur forestier est d'empêcher les braconniers de massacrer les bêtes. Volodya s'en acquitte dans la stricte délimitation territoriale de la réserve. Sa cabane est construite sur la rive gauche de la rivière Yelochine, à la frontière nord du parc naturel. De l'autre côté, les taïgas ne sont plus protégés. C'est là qu'il pose ses pièges. Il a chaussé ses skis, 2 planches de bois cloutées de peaux de cheval. Je le suis en raquette. Il faut 3 heures pour relever les pièges. Nous enfonçons dans la poudreuse. Nous longeons le pied du contact entre le versant montagneux et le replat boisé. Les jets signalent notre approche. Le jeune chien de Volodya multiplie les fausses alertes. Il ne sait pas encore qu'on ne dérange pas son maître pour un écureuil. Volodya lui apprend le métier à border de hurlements. Ces chiens n'ont aucune éducation, putain de bite. Sur 15 pièges, 2 visons. Volodya jure que la forêt est vide et que la vie était mieux avant. Ce que firent les Américains avec les bisons de la prairie, les Russes l'ont fait avec leurs mustélidés. Ils ont exterminé les bêtes à fourrure pour couvrir le dos des hommes. Un jour, l'homme pénètre dans les bois, les dieux se retirent. J'aurais appris qu'on peut vivre près d'une patinoire géante, se nourrir de caviar, de pattes d'ours et de foie d'élan, se vêtir de visons, aller par les futaies fusils en bandoulière, assister chaque matin lorsque les rayons de l'aube touchent la glace à l'un des plus beaux spectacles de la planète et rêver pourtant d'une vie dans un appartement équipé de toute la robotique et de la gadgeterie high-tech. La tentation érémitique procède d'un cycle immuable. Il faut d'abord avoir souffert d'indigestion dans le cœur des villes modernes pour aspirer à une cabane fumant dans la clairière. Une fois ankylosé dans la graisse du conformisme et enquisté dans le sein doux du confort, on est mûr pour l'appel de la forêt. À midi, je m'en retourne. La glace est recouverte d'une poussière de neige et mes semelles glissent. J'ai hâte d'une soirée solitaire. Le brouillard voile les versants, la rive se crée et se recrée. 14 avril. L'hiver n'en finit pas. Cette nuit, moins 15. Pas de prémisse de fonte. La neige tombe du matin au soir. On entend frousser les flocons. Je passe la journée dans ma mère cabane, mon œuf, ma tanière, dont je franchis le seuil avec gratitude, sentant la bonne chaleur m'envelopper. Les heures défilent lentement par la fenêtre. Je m'ennuie un peu. Cette journée est un robinet mal fermé. Chaque heure en goutte. L'ennui est un compagnon passé de mode. On s'y fait pourtant. Avec lui, le temps a un goût d'huile de foie de morue. Soudain, le goût se dissipe et on ne s'ennuie plus. Le temps redevient cette procession invisible et légère qui fraie son chemin à travers l'être.